j'ai presque envie de te dire, au moins c'est assumé. C'est-à-dire que il y a quand même des délires d'assez longue date avec la FIFA. J'ai presque envie de dire que c'est historique dans l'attribution des Coupes du Monde, qu'il y a des polémiques, où il y a des arrangements entre amis, avec des chèques à la clé dans certains cas. Là, le fait de le faire par acclamation, pour moi, c'était en fait, tu assumes totalement qu'il n'y a pas de processus démocratique, que c'est juste, tu t'es arrangé parce que tu voulais la mettre en Arabie Saoudite, et tout le monde doit fermer sa grande bouche et applaudir. Donc, il y a presque un truc de ok, tu assumes ton fonctionnement. Donc, c'est presque plus vrai de faire ça que de faire croire qu'il y a un vrai processus d'élection. Non, mais c'est une farce en fait. Enfin, la FIFA est une farce depuis des années. Et là, on est clairement sur l'apogée de la connerie de la FIFA, avec un Gianni Infantino qui est un serreur de main, et c'est tout ce qu'il est, en attribuant des Coupes du Monde dans des pays zéro culture foot, même si on veut nous faire croire. Alors attention, l'Arabie Saoudite, ça a quand même une culture foot. Quand même. Oui. Oui. Si. C'est sûr que quand tu passes derrière le Qatar, oui. Non, mais Ligue des champions asiatiques, ils sont régulièrement présents avec Al Hilal. Ils ont même un championnat féminin qui est très faible, mais ils ont un championnat. Donc, elles ont le droit de jouer. Ah oui, quand c'est discret, oui, ça va. Faut être discret. Non, mais après, depuis le Qatar, moi je te parle plutôt sur le Qatar, qui était vraiment pour moi la pire des Coupes du Monde données. Maintenant, dans la manière de faire, là, ça en devient risible. Et en plus, quand tu regardais bien, il y avait quasiment aucun moyen de contrôle de savoir qui applaudissait ou applaudissait pas. Quoi. Les mecs qui peuvent faire comme ça en disant non, finalement, j'ai pas fait de bruit, en fait, je fais juste le geste. Est-ce que Sam, tu peux nous remettre, coucou à Sam et à toute l'équipe et aussi à la technique derrière, nous remettre le visu, on va le revoir. C'est lunaire. Regarde, c'est fou. On dirait Hunger Games. Est-ce qu'on peut rappeler que donc, cet homme, Gianni Infantino, se rêve en secrétaire général de l'ONU, se rêve en politique. D'une certaine manière, il l'est. En fait, c'est un poste politique maintenant. Oui. Donc ça augure de très belles choses. Carrément, t'as des fenêtres qui sont découpées là autour de lui. Il y en a certains, on les voit même pas en entier. C'est vraiment. C'est le mec surpuissant. Il y a un côté, je domine le monde, j'ai un tel pouvoir et je l'affiche visuellement. Quoi. Non, mais aujourd'hui, on n'est pas surpris parce que encore une fois, c'est un travail méthodique et sur le long terme de Gianni Infantino, parce que il faut mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, l'Europe, ça n'intéresse plus Gianni Infantino. Non. C'est que nous, historiquement, l'Europe, c'est la terre du football. Ok, mais pour Gianni Infantino, aujourd'hui, le centre névralgique du football mondial, c'est le Moyen-Orient. Financièrement parlant. Et même footballistiquement parlant pour lui. En termes de développement. En termes de développement. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les moyens dans les gros clubs, quand on voit, par exemple, le PSG avec le Qatar, l'Arabie Saoudite avec Newcastle, aujourd'hui, l'étape suivante, c'est d'aller explorer ces territoires et donc d'en faire le centre névralgique du football mondial. Et il y a eu un travail méthodique où, Coupe du Monde après Coupe du Monde, Gianni Infantino a fait le travail nécessaire pour que l'aboutissement de tout ça, c'est l'Arabie Saoudite qui, en 2034, récupère la Coupe du Monde. Parce qu'on l'a vu à l'occasion notamment de la désignation de la Coupe du Monde 2030, à partir du moment où il y a l'Europe et l'Afrique qui vont organiser la Coupe du Monde par le biais du Maroc, c'est quoi la prochaine étape ? C'est la Coupe du Monde en Asie. Et la Coupe du Monde en Asie, on savait très bien que c'était l'Arabie Saoudite. Donc là, pour moi, je ne suis pas surpris parce que c'est un travail méthodique qui a été fait année après année en essayant de convaincre les gens du bienfait de l'Arabie Saoudite et de sa capacité à accueillir une Coupe du Monde à 48. Parce qu'il faut le préciser, c'est une Coupe du Monde à 48. Et il y a eu plein d'étapes dans son fonctionnement à Gianni Infantino, parce qu'il a tenté aussi des territoires. Il y a quelques années, il a tenté vraiment d'aller plutôt vers la Chine, en se disant que ce serait là-bas, parce qu'en termes de population et en termes de moyens mis en place, avec le championnat chinois qui avait un essor limité, mais quand même un essor, le fait de convaincre des stars, etc. Il s'est dit, il y a des sous à prendre. Il y a du pouvoir à prendre aussi là-bas. On va se tourner vers ça. Et puis en fait, le gouvernement chinois a arrêté, a voulu se refermer. Ils ont voulu aussi se refermer sur eux-mêmes pour plein de raisons politiques. Donc il s'est dit mince, j'avais misé sur ce côté-là, ça fonctionne pas. Je vais continuer sur le marché américain parce que je sens que niveau entertainment et publicité, il y a quand même un potentiel de développement du football, mais je dois aller chercher ailleurs. Et ailleurs, effectivement, c'est le Moyen-Orient. C'est-à-dire que dans son discours officiel, c'est je veux développer le football sur toute la planète, et donc son discours c'est de dire vous voyez, on veut développer le football en Afrique parce qu'on veut qu'il y ait plus d'infrastructures, plus de stades qui se construisent, et il donne une partie de la Coupe du Monde au Maroc,
Mais son vrai cheval de bataille, c'est le Moyen-Orient. Parce qu'il y a de l'argent à se faire et il y a le pouvoir derrière. Lui, ce qui l'intéresse, il y a l'argent, mais il y a le pouvoir. Est-ce qu'au final, c'est pas un choix pour lui de récupérer des votes pour se faire réélire derrière ? Il a déjà été réélu, c'est ça le pire. Oui, mais là, tu parlais de développement, etc. Est-ce que dans sa tête, c'est pas plus servir ses intérêts personnels, non pas financièrement, mais aussi de se faire réélire ? Oui, mais bien sûr, mais ça a déjà été acté à partir du moment où il a été élu par acclamation, parce qu'aujourd'hui, il va incarner la toute-puissance de la FIFA. Ouais. Et il y a même un élément symbolique qu'on oublie, c'est qu'est-ce qui empêche la FIFA à l'avenir de déménager son siège social ? De la Suisse à Exactement. C'est-à-dire que pour moi, ça va être la prochaine étape. C'est que, encore une fois, il faut bien insister sur le fait que Gianni Infantino, pour lui, aujourd'hui, l'Europe, ce n'est pas un territoire privilégié. Ça serait quoi l'intérêt pour lui de faire ça ? L'intérêt pour lui, c'est qu'on va se rapprocher de là où aujourd'hui, tous les enjeux économiques et sportifs se jouent pour lui. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite avec un championnat qui a vocation à être en plein essor, l'Arabie Saoudite qui investit dans des clubs très importants. Et donc, par rapport à ça, moi, je pense que ça va être la prochaine étape. Et est-ce que vous n'avez pas peur ? Regardant aussi. Pardon, je voulais juste ajouter ça, mais l'Europe, pour lui, c'est le dernier bastion où il a des résistances. Exactement. C'est-à-dire que quand il veut remodifier, quand il veut élargir son format, en Europe, on dit non, ça fait trop, le format perd de son intérêt parce que c'est bien de faire monter des petites équipes, mais après, le football, on y perd en niveau footballistique. Quand il veut faire fi de plein de valeurs démocratiques qu'on pourrait promouvoir, etc., c'est encore l'Europe qui veut mettre des boycotts. Dans certaines sélections, on dit non, on va pas y aller, ou alors on va mettre des maillots pour afficher qu'on n'est pas d'accord avec l'organisation de telle ou telle compétition. En fait, c'est en Europe que se tiennent les dernières résistances vis-à-vis de Gianni Infantino et du fonctionnement de la FIFA. Donc lui, l'idée, c'est de faire perdre un petit peu d'influence en Europe pour aller ailleurs et avoir les coups des franches, les mains libres, de faire tout ce qu'il veut. Et là, on parle du format, mais en termes de pub, en termes d'aller chercher des nouveaux sponsors, il peut faire tout ce qu'il veut. Une réponse à certaines pressions aussi, puisque l'Arabie Saoudite, évidemment, depuis l'attribution pour le Qatar, veut sa Coupe du Monde absolument, et je pense que derrière, tu as une pression énorme pour le fait qu'il le fasse rapidement et qu'il l'organise rapidement. Donc, il a dû répondre à ça aussi. Mais sur le côté serrage de main, maintenant, c'est devenu que ça, Infantino. Bon, on a un peu focus sur l'Arabie Saoudite. Vous n'avez pas peur que l'Arabie Saoudite arrête son focus et son investissement sur le foot une fois la Coupe du Monde passée ? Non, pour l'instant, ça ne fait que commencer. Ouais. Je pense que c'est vraiment du long terme. Même c'est pas un point final, un point d'orgue, la Coupe du Monde pour l'Arabie Saoudite. Non, mais ça va être le pic, notamment de l'Arabie Saoudite dans le monde du football par rapport aux investissements économiques comme le Qatar. Mais après, il faudra voir sur le long terme. Mais aujourd'hui, la volonté première de l'Arabie Saoudite, à l'instar de ce qu'a fait le Qatar, c'est de s'installer progressivement dans le paysage footballistique, que ce soit à travers les clubs, on a parlé de Newcastle, ou à travers les télévisions. Ouais. Et ça peut avoir son importance. Son propre championnat et un soft power qui veut l'installer vraiment sur tous les sports, puisque on rappelle que les Jeux d'hiver asiatiques 2021 sont organisés par l'Arabie Saoudite, où tu vas avoir quand même des stations de ski qui sont créées en plein désert, donc il y a une catastrophe climatique et écologique. Et donc ils veulent s'installer sur tous les fronts. Donc, le GP d'Arabie Saoudite qu'on suit régulièrement, qui est déjà là. Donc tout ça pour dire que la volonté d'investir va s'accroître avec le temps à mesure qu'on va se rapprocher de la Coupe du Monde 2034. Ouais, moi tu vois, pour un petit sport, là, j'ai fait en interview le coach d'Al-Ahly il y a quelques jours, et il me disait, ça fait 1 an et demi qu'il est là-bas, il me disait c'est fou dans toute la zone même du Moyen-Orient, mais notamment l'Arabie Saoudite, de voir à quel point tout se développe en termes de sport et pas uniquement le foot. Il disait le nombre de constructions en cours, d'infrastructures sportives, de salles de sport. Alors on parlait du ski, mais d'autres, ça peut être du hand, ça peut être du basket, etc. C'est assez dingue. Donc c'est vraiment un projet beaucoup plus vaste que juste viser 2034. Et il y a un moment où il faut quand même mettre les pieds dans le plat. On a beau dire qu'il faut préserver le sport des influences politiques. Non, le sport est et a toujours été un instrument politique. Donc pour un pouvoir en place, pour pouvoir... on parlait de soft power, mais soft pour moi c'est pas tout à fait le bon terme d'ailleurs. C'est vraiment... c'est hard power. Ouais, c'est un vrai pouvoir d'existence médiatique, pour certaines situations de chantage presque aussi, à l'organisation de grosses compétitions,
à l'accueil de tourisme aussi, parce que qui dit Coupe du Monde, qui dit Jeux Olympiques, c'est un petit peu le même fonctionnement, c'est d'accueillir des touristes, de montrer une très belle image du pays, donc c'est vraiment un instrument politique, et tu peux pas dire, c'est comme le Qatar, tu te projettes pas sur 5-10 ans, non, c'est un truc que tu vas installer sur du long cours, mais ne soyons pas naïfs, en France aussi, le sport est politique, bien sûr. Quand tu vois toute la récupération qu'il y a, donc ne crachons pas non plus sur la récupération politique de pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, la France a fait et continue de faire pareil. Je vais aller plus loin. L'Arabie Saoudite va faire pour 2034 ce que l'Uruguay a fait pour 2030. 1930, c'est quand même mieux, dans la mesure où c'était un pays en plein essor qui voulait valoriser son pays, et c'est comme ça qu'ils accueillent la première Coupe du Monde. Quand tu parles de la France, quand tu vois comment Emmanuel Macron a géré ça, même sur l'après, quand ils sont sur les Champs-Élysées, autour de l'Arc de Triomphe, les remises des médailles, etc., pour que un mois et demi après, ils suppriment les heures supplémentaires qu'ils voulaient rajouter. Exactement. Tu vois, c'est hypocrite de fou. Bon, c'était mon petit coup de gueule. En termes d'hypocrisie, on est pas mal aussi quand même. On est dans un temps. L'idée, c'est pas d'être réac, d'être woke comme les gens le disent, etc. Mais on est quand même dans un moment où et on le voit, par exemple, ce qui s'est passé à Mayotte, etc. En termes de changement climatique, on a quand même des preuves. On peut pas dire que c'est pas le cas de ce qui est en train de se passer. T'as mis les pieds dans le plat avec le Qatar. Donc maintenant, tu vois, la machine, elle est partie. Hein. Là, en termes de décision, et on a beaucoup focus sur l'Arabie Saoudite parce que c'est un peu ce qui nous scandalise. On n'a pas les dates de l'Arabie Saoudite. Oui, parce que ça risque d'être switché en hiver, bien évidemment. On va se refaire une raclette Coupe du Monde. Ah, mais c'est ça. Parce que là, les températures, j'ai lu, peuvent atteindre 50 degrés. C'est n'importe quoi. Mais les deux décisions, que ça soit 2030 avec cette délocalisation où il y a 3 matchs, donc 6 équipes qui vont être concernées sur des matchs en Amérique latine et qui après vont redevoir, déjà faut y aller, après faut revenir, cette décision-là, l'Arabie Saoudite avec les terrains, les stades peut-être climatisés, etc. Je rappelle qu'on a eu un Euro 2020 donc, qui s'est tenu en 2021 dans 11 villes différentes. Voilà. Mais sur ça aussi, la FIFA, c'est incroyable, ils s'en foutent, pour rester polites. Édition anniversaire qui peut peut-être être un argument où tu dis bon, ça s'entend, on veut faire croquer tous les continents. Moi pour le coup, alors j'assume ce côté naïf, j'assume ce côté romantique. J'aurais souhaité que la Coupe du Monde 2030 revienne à l'Amérique du Sud, mais aujourd'hui pour boucler la boucle quoi. Pour boucler la boucle, parce que là c'est le centenaire et que on aurait pu faire entre guillemets l'économie d'un enjeu géopolitique aussi massif. Encore que accueillir la Coupe du Monde en Amérique du Sud, ça reste géopolitique. Mais ce que je veux dire par rapport à l'histoire de la Coupe du Monde, j'aurais aimé que ça revienne en Amérique du Sud, parce que aujourd'hui je suis naïf. Qui a vocation aujourd'hui à accueillir une Coupe du Monde à 48 dans le monde? C'est ce que j'allais dire. En fait, pourquoi t'as pas de candidat? C'est parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire d'accueillir une Coupe du Monde. À 48, ça veut dire à minima rénover des stades. Donc c'est ce qui va se passer en Espagne essentiellement. Mais pour la plupart des cas, si tu veux par exemple changer de pays organisateur, varier un peu, on parlait du Maroc qui va accueillir des matchs. Donc le Maroc, ils ont une vraie politique sportive de reconstruction de stades pour avoir des belles infrastructures, pour aussi voir sur du long terme former des Marocains et des Marocaines en football, mais dans tous les sports. C'est la politique de l'État. Donc, ok, il y a un minimum de moyens, mais le Maroc, aujourd'hui, ne peut pas accueillir une Coupe du Monde tout seul. Donc, c'est allié à l'Espagne vis-à-vis de ça. Pourquoi il n'y avait pas de candidature en Amérique du Sud? C'est parce que quand tu vois la Coupe du Monde au Brésil, et pourtant le Brésil, qui n'est pas un pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, mais qui a de gros problèmes d'inégalité. Voilà, géopolitiques, politiques et économiques. On a des cadavres de stades, faut le dire. Voilà. Des éléphants blancs, les fameux éléphants blancs. Des jeux de Rio, on a des infrastructures qui tombent en ruine et il n'y a eu aucune retombée pour les populations les plus défavorisées. Donc quand tu vois ça, tu es un autre pays qui a encore moins de moyens que le Brésil. Qu'est-ce que tu vas t'empêtrer dans l'organisation d'une Coupe du Monde pour accueillir autant de gens avec des chantiers aussi vastes? Là, tu parles des stades rapidement sur la Coupe du Monde 2034 du coup en Arabie Saoudite. Petite précision, encore plus pour ajouter sur le côté impact environnemental. Il n'y a que 2 des 14 stades pour l'instant qui ont été construits. C'est-à-dire qu'il en reste 12 à construire. Chantier énorme. Ouais, c'est dingue. C'est immense.
C'est dingue. Et après, il y a des projets. On rappelle au Qatar qu'il y avait notamment un stade qui avait vocation à être démonté. Il n'a toujours pas été, non? Installé. Ah bah, c'est même pas ça, c'est que le trophée des champions PSG Monaco va. Il se joue là-bas? Oui, dans ce stade. Parce qu'il devait Il n'a donc pas été démonté. Pour aller dans un pays d'Afrique qui n'avait pas été défini. Ah bon, il l'avait pas défini? Moi, il me semblait qu'il avait défini, non? Je crois pas. Ok. Pour moi, il devait y avoir des discussions pour l'installer dans un pays d'Afrique. Bon, ils nous ont douillé, quoi. Pour le développement du football en Afrique. Ils nous ont douillé. Bah ouais.